Hey, nous revoilà, c'est la 20e, un numéro spécial de Bug, une émission qui va nous tenir à cœur, et on espère pour vous aussi. Alors Bug, je rappelle le concept, c'est un podcast sur les séries télé et sur le cinéma qu'on aime, et il y a une fine équipe qui m'entoure, et alors il y a Seb, salut Seb. Salut Alphonse. Et il y a Bastien, salut Bastien. Hey! Salut à vous les nostalgiques d'une époque que vous n'avez pas connue, les années 80. Femmes des années 80, des femmes jusqu'au bout des seins, ayant porté plainte pour une petite main au cul, mais on ne peut pas le confirmer. Être une femme. Je m'emballe un petit peu les garçons. Oula. Salut à tous. Hey, et ben vous êtes en forme, ça fait très plaisir. Alors je vais tout de suite vous annoncer le sommaire de cette 20e émission. Donc au programme, Bastien va nous parler de Stranger Things saison 2. Ouais, je vais revenir sur le raz-de-marée Stranger Things, puisque Netflix a lâché la deuxième saison ces derniers jours. Et je pense que vous l'avez déjà tous maté entièrement comme les gros porcs que vous êtes. Balance tes porcs. De toute façon, si on mettait tous autant de temps à mater une saison de Stranger Things qu'à lire un livre de la Pléiade, le monde se porterait-il mieux? Je vous le demande. D'ailleurs, tout de suite, question qui tue les garçons. Vous êtes plutôt Pierre de Ronsard ou Joachim du Bellay? Moi, j'ai plutôt Joachim du Bellay, j'aime beaucoup. Steven Seagal, personnellement. Okay. Votez sur Twitter, en tout cas. On attend Joachim du Bellay ou Pierre de Ronsard. On attend vos réactions le plus rapidement possible. Dans cette émission, il y aura également My Little Pony, le film qui sera chroniqué par mes soins. Ouais, le meilleur film, à mon avis, qu'on va faire cette année. Probablement, et j'en parlerai avec beaucoup d'amour, et voilà. Et Seb nous parlera de Buffy contre les vampires pour fêter le 20e anniversaire de la série, parce que oui, compte tenu de l'ampleur du sujet du jour, j'ai décidé de faire léger, plaçant pas mal d'humour ci et là, mais attention, contrairement à Taika Waititi, je prends mon sujet au sérieux, donc personne ne hurlera au chef-d'œuvre suite à ma chronique, ce qui est bien dommage car moi aussi j'avais envie que les gens soient stupides et s'emballent pour un rien. Qu'à cela ne tienne, si légèreté il y aura, sérieux et sincérité seront également présents. En d'autres termes, pas de cookies dans cette émission. Enfin pour moi en tout cas. Oh là, une émission polémique en perspective. Donc les garçons, on va commencer tout de suite. Bastien, tu es debout, tu nous l'as dit. Je suis debout. Tu vas nous faire ta chronique. Est-ce que tu joues du piano? C'est la grande messe. Je joue du piano debout. Bravo, très bonne référence. Donc je tiens surtout à dire pour commencer que je vais plutôt aller dans les spoilers. Donc si vous n'êtes pas à jour sur Stranger Things, passez plutôt votre chemin, ça peut gâcher un peu le truc. Alphonse, je sais que tu n'as vu que la première saison. Absolument. Donc tu peux aller gambader si tu veux. J'y vais de ce pas. Je reviens. Faire une partie de Boggle tout seul, je ne sais pas. Ok. Alors donc Stranger Things. Je pense que vous savez déjà tous ce que c'est, mais au cas où, pour rappel, c'est une série labellisée Netflix qui nous raconte la vie et les aventures d'un groupe de personnages, dont des enfants, qui sont confrontés à des phénomènes paranormaux. Et tout cela se situe dans un univers, dans une imagerie 80s, des années 80, puisque la série en reprend tous ses codes et clichés. Alors, lors de sa première saison, la critique s'est divisée globalement en deux catégories. D'un côté, ceux qui ne sont qu'amour et qui disent que c'est trop cool et fun, ça me rappelle les films de mon enfance, Dustin il est trop marrant. Et de l'autre côté, on a forcément les vieux connards cyniques qui disent que tout cela n'est qu'une pure arnaque puisque c'est une série qui n'invente et ne propose rien de neuf, photocopiant toute une époque pour flatter, titiller, rassurer la fibre nostalgique d'un certain public. En gros, je schématise, mais c'est ça. Alors moi, lors de la première saison, je me suis senti plus proche de la catégorie de ceux qui aiment bizarrement. Alors, je dis bizarrement car je suis plutôt un vieux connard cynique comme vous les gars. Oui, sinon on serait pas là. Tout à fait. Alors, je trouve que justement ils ont réussi à trouver une forme d'originalité en bouffant un peu à tous les râteliers du genre. Le fait d'avoir déjà le point de vue d'une multitude de personnages, c'est super intéressant. On a le groupe d'enfants, mais pas que. T'as aussi les adolescents, il y a les parents un petit peu, t'as des policiers, des scientifiques. On a une mise en relation entre le monde adulte et enfant, des clichés bien connus de tous, qu'il est intéressant à exploiter, je trouve, sur le long terme d'une série. De mélanger, de faire des connexions entre elles. Le côté post-moderne du projet me plaît bien. Surtout que je trouve que l'émotion n'est pas tant préfabriquée que cela. J'ai le souvenir de cette fin d'épisode sur Heroes,
repris par Peter Gabriel, où tu crois que Will, le gosse, il retrouve le corps dans la mare, là, et tu crois que le gosse, il est mort. Bah, c'est un vrai beau moment de noirceur. Même si cela tombe à l'eau par la suite, vous allez me dire, il y a sur toute sa première saison un côté désenchanté, spleen de l'enfance, vraiment réussi que j'ai ressenti. C'est une série qui est faite de toute façon par les adultes, forcément, et qui s'adresse même avant tout aux adultes, mais ça peut aussi toucher les enfants, je pense, qui voient une série. Je vous vois venir, Marc Dutroux, allez-y. Touchons les enfants. On en parlera après. Je pense que quand t'es gosse, tu trouves que c'est une série quand même assez sombre, et en plus, du coup, respectueuse. Parce que Stranger Things, c'est pas un truc neuneux ou édulcoré, je trouve. T'as une certaine mélancolie qui se dégageait de cet univers, du moins sur sa première saison, et que j'ai pratiquement pas retrouvé dans sa deuxième, malheureusement. Alors, soit j'ai totalement fantasmé le truc, mais là, sur la deuxième saison, j'ai ressenti beaucoup plus le côté « je veux être cool » du show. Alors là, je vais vous parler un petit peu plus concrètement de ce que je pense de cette deuxième cuvée. Merci. Que j'ai dans l'ensemble bien moins appréciée que la première, que celle-ci, je la trouve beaucoup plus perfectible. Donc, je comprends pas un peu trop la réception critique des spectateurs et de la presse en général, qui disent quand même que la saison 2 est aussi bien, voire mieux que la première. Je comprends pas trop. Alors la faute d'abord à une mise en place extrêmement laborieuse. Il se passe quand même quasiment rien pendant 5 épisodes, ce qui est quand même problématique quand tu n'as que 9 épisodes, dont en plus un 7e épisode indépendant, naze au demeurant, mais ça j'y reviendrai après. Dans la première saison, tu avais la disparition de Will qui enveloppait un peu tous les personnages. Il y avait une quête avec lui, un enjeu, et en plus forcément tu avais la découverte du show en lui-même. Là, la deuxième saison, tu comprends pas trop où ça te mène, où ils veulent aller, et en plus c'est très répétitif, notamment dans les visions de Will avec le monde à l'envers. Puis surtout, tu as l'impression que la série ne propose rien de neuf dans son propre univers. Être une copie de tout un pan du cinéma à la base, soit, mais si en plus tu n'arrives même pas à faire évoluer ton propre univers, c'est problématique. Franchement, le monde à l'envers, là, je vois pas ce qu'ils ont apporté de nouveau par rapport à la première saison en termes narratifs et visuels. Mis à part la grosse bestiole que vous pouvez aussi voir dans les trailers. Et quand tu sais en plus que les créateurs du show disent avoir créé une bible sur les codes du monde à l'envers pour l'avenir de la série, tu te dis que là c'est quand même du gros foutage de gueule. L'univers étendu, c'est pas pour tout de suite. Puis t'as plein de mécanismes, de motifs que l'on avait déjà vus dans la première saison, qui sont réutilisés, qui ont un effet de répétition qui est extrêmement lassant. Alors à côté de ça, tu as aussi des nouveaux personnages, forcément, dont tu te demandes l'utilité, surtout quand tu en as déjà suffisamment à la base. Le personnage de l'ado rebelle, tu ne comprends que dans le tout dernier épisode de la saison à quoi il va pouvoir bien servir en fait. D'ailleurs, on le saura en fait pour la prochaine saison. Du coup, là, on le met en place épisodiquement pendant les épisodes. C'est très joliment dit, ça. Et le mec ne sert juste à rien. Je pense qu'il y avait moyen de le rendre un petit peu plus utile à l'intrigue, ou du moins le faire plus habilement. Car là, c'est vraiment à la fin où tu le vois en conflit avec son père. Bon, c'est le truc qui est pas du tout original, mais au moins t'as un truc à creuser. Mais là, ça arrive beaucoup trop tard dans la saison. Il a quand même une jolie moustache en poil de cul. Exactement. Alors, pendant un bon moment de la saison, j'ai senti aussi un trop plein de personnages, un trop plein de scénettes, surtout dans les premiers épisodes. T'as plein de petits trucs, mais tu ne t'arrêtes sur rien, et du coup, ça n'avance pas et ne transmet rien. Chacun ses petites scènes, mais ça globalise rien. Comme forcément cette idée foireuse d'écarter Eleven du reste des autres personnages, à part le shérif, ça c'est typiquement l'erreur commise par plein de séries. Bah non, Stranger Things tombe en plein dedans. Et on connaît trop bien le monde des séries, tu sais pertinemment qu'elle va arriver comme une fleur à la fin de l'avant-dernier épisode de la saison pour sauver tout le monde. Et je vous le donne dans le mille, elle le fait. C'est exactement ce qui se passe. Ne jamais trop séparer un personnage majeur de l'intrigue principale, c'est une règle d'or, merde. Sinon, tu lui fais faire en général des trucs dont le spectateur se tamponne, ce que représente bien l'épisode 7 donc, qui est un épisode indépendant du reste, centré sur elle. Sur le papier, moi ça me dérange pas, bien au contraire. Quand c'est bien fait, un épisode différent du reste de la série, ça peut même être le meilleur épisode d'une saison. Mais là, c'est juste risible.
t'as l'impression de voir un bon épisode de Heroes. Ouh. Ce qui est, ce qui est quand même pas terrible quand même. Pour le tacle. On sent que les mecs préparent aussi le terrain pour les prochaines saisons. Ça me fait un petit peu peur car les personnages sont pas du tout attachants. Le côté je bouffe à tous les râteliers de la série, là tu le sens bien pour le coup. Moi, en plus, ce qui m'a le plus dérangé, c'est Will vers la fin de la saison qui est en mode l'exorciste. Ça a été ma limite là. Est-ce Je me suis que, dit, est-ce que Winona Ryder suce des bites en enfer? J'espère pour tous ceux qui sont là-bas. Je me suis doucement, les gars, vous remontez un petit peu le niveau de la série, partez pas en cacahuète non plus. Remontez le niveau, car oui, il faut quand même bien l'admettre, les 2 derniers épisodes révèlent quand même leurs bons moments divertissants. Dans ce qui ressemble à une saison à la Game of Thrones. Type, il se passe rien, mais on met tout dans les 2 derniers épisodes, on fait péter le carnet de chèques. Stranger Things tombe dans ce travers-là. Bon, après, pour être honnête, il y a aussi d'autres trucs sympas quand même dans les épisodes précédents, mais c'est bien moins bien construit que dans la première. La fin de l'épisode 6, avec la scène du bus abandonné et t'as des bestioles, c'est quand même une scène bien efficace aussi. Épisode réalisé d'ailleurs par Andrew Stanton. Donc on rappelle que c'est le réalisateur du Monde de Nemo, Wall-E, John Carter. Et il réalise quand même 2 épisodes dans cette saison. C'est la classe. C'est une bonne idée aussi d'avoir été le chercher pour Stranger Il Things. quand même mieux. Ouais. L'avant-dernier épisode, en mode Jurassic Park avec les vélociraptors, est le plus réussi de la saison, je pense. What? Il y a un peu tout. Non, mais il n'y a pas de vélociraptor dans Stranger Things, mais ils le font à leur façon, si tu veux. Oula. Avec les Et démons. dans cet épisode-là, voilà. Cet épisode-là est vraiment réussi. T'as un peu tout ce qu'il faut. C'est chargé en émotion, en action. Puis en plus, l'ami Sean Astin, il trouve un petit peu son utilité dans la série. J'ai bien aimé aussi l'épilogue de la série Time After Time de cette saison en mode John Hughes, avec la soirée de bal. J'aurais aimé plus de cet aspect-là dans la saison, avec l'ami Dustin, que je ne considère pas comme une tête à claque, comme j'ai pu le lire ici ou là. Dustin, c'est celui qui a pas de dents. C'est ça. C'est celui qui est moche. Il a raté, il a une maladie. C'est pas grave. Je m'en Son fous. balèque. Il nous écoute pas. Hein. Son balèque. Parce que moi, au contraire, ce sont les enfants que je préfère et que j'ai le plus de plaisir à voir dans la série. Allez-y, les gars. Tu me rappelles quelqu'un que je connais très bien. Il s'appelle Marc. En même temps, les adultes, le shérif, c'était une horreur déjà dans la saison 1. Et puis Winona Ryder, l'overacting, c'est passé, merci. Et en plus, dans cette saison 2, même pour les enfants, c'est pas forcément la joie, parce que le personnage de Mike, par exemple, qui était pour moi quand même le héros de la première, c'est pas trop ça dans la 2e saison. Il a quasiment rien à jouer pendant tout le truc. Alors je sais pas si c'est parce qu'il tournait dans ça, je sais pas s'il était le film avec le clown, il est dedans, et je sais pas s'il avait moins de disponibilité sur cette saison-là, mais là le personnage il a quand même réduit au niveau égal avec les autres. Il est plus du tout le référent du spectateur. Après, la principale qualité de Stranger Things, c'est que c'est quand même typiquement la série qui passe tout seul. Tu peux t'enquiller les épisodes les uns après les autres. C'est bien rythmé, ça reste très divertissant, même si c'est pas toujours parfait. Je suis pas d'accord avec ceux qui démontent la série Stranger Things. C'est la série quand même qu'il est de bon ton de critiquer, car déjà t'as tout le monde qui connaît et qui aime en général. Il y a une hype autour, c'est une série phénomène. Donc forcément, le côté snob fait qu'il faut dire le contraire de la masse. On n'aime en plus pas en général être dépossédé de ce qui nous a forgé, puisque la série renvoie donc à toute une culture. Il n'y a rien de pire que ça dans la vie. C'est vrai. Faut juste remettre Stranger Things à sa place. C'est sympatoche, oui, mais c'est pas la série qui défonce tout sur son passage, ce qui est déjà très bien. Je le reconnais volontiers. Je trouve que la série digère plutôt bien ses influences, moi. Je sais que Seb, tu vas pas être forcément d'accord avec moi sur ce point, où tu vois plus le côté référence pour la référence. Moi, je trouve que ça se greffe plutôt bien à l'histoire. On ne peut pas tous les voir, d'ailleurs, les références. Il y a des gens qui ne les ont pas. Et en plus, ce qu'il faut dire, c'est quand même la série se passe dans les années 80. C'est l'époque qui veut aussi ça. Si la série se passait de nos jours, ça serait extrêmement ridicule. Mais là, pourquoi pas, moi, j'ai envie de dire. C'est de toute façon la note d'intention de la série, c'est les années 80, on le comprend avant de le voir. L'emballage de la série est comme ça. Et c'est fait en plus, je trouve, assez respectueusement. On sent que les Duffer Brothers, donc les créateurs de la série, ils ont un amour pour cet univers-là et pour leurs personnages surtout.
chaque personnage, qu'il soit plus ou moins bien exploité, ou plus ou moins important dans la série, il a quand même son petit moment, son petit truc. Ça va de la petite sœur de Lucas qui fait des bisous à son Ken et sa Barbie, à Steve, le Tom Cruise du pauvre, personnage qui devient au fil des saisons des plus intéressants. Lui, pour le coup, il a une réelle évolution. Il est passé quand même de la tête à claque narcissique au héros badass protecteur. Il a un cheminement intéressant, moins lisse que Jonathan, le Edward Furlong du pauvre, là pour le coup, son rival en amour sur cette saison. D'ailleurs, lui, je crois qu'il va avoir des petits problèmes pour la suite de la série, parce que l'acteur qui nous fait Jonathan a été chopé avec de la cocaïne à un aéroport. Années 80. C'est vrai. C'est vraiment le Edward Furlong du pauvre. D'ailleurs, une petite aparté, mais Edward Furlong, j'ai vu une photo de lui récemment, il pèse le quintal. Voilà. Il nous fait une Joel Osment. À peu près, ouais. Pas mal. Concernant les FX, les effets spéciaux, c'est toujours quand même très propre, c'est très bien. La réalisation de Stranger Things, c'est quand même quelque chose, même si oui, c'est pas original, c'est quand même extrêmement bien soigné, je trouve. Il y a un style Stranger Things sous couvert de ce musée du vintage. Le rétro, c'est à la mode, et Stranger Things en est le symbole qui marque de son empreinte notre époque. Je pense que c'est une série qui va rester importante comme marqueur des années 2010 historiquement. C'est moche. D'ailleurs, c'est super moche. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer pour la suite, en espérant un peu plus de lâcher prise et dans l'écriture. Moi, j'y crois moyennement. Mais bon, j'aimerais qu'on n'ait pas toujours cette impression d'une narration faite par algorithme sur Internet, où tout est pensé pour nous plaire. Faudrait laisser plus de place à l'erreur, à la prise de risque. Parce que là, les mecs, ils peuvent quand même tout se permettre maintenant. Maintenant qu'ils ont toute une communauté acquise à leur cause, décevoir un fan, c'est quand même extrêmement dur. Même quand tu fais de la merde, en général, le fan, il aime. Donc là, il faut tenter des choses maintenant. Parce que c'est clair que si la jeunesse se met en mouvement, alors là, ça y est, c'est parti. Hein. Jean-Luc Mélenchon, si tu les écoutes. Après, il y a quand même toujours ce problème aussi de la course à proposer des épisodes. Là, ils ont eu 15 mois, je crois, entre la première et la deuxième. Ça reste quand même tellement court pour produire, je sais pas, 7 heures peut-être de programme. En plus, tu as les acteurs gosses qui vieillissent vite, donc il faut quand même se manier pour faire les épisodes. La rapidité n'appelle pas forcément à la qualité, malheureusement. On est d'accord. Après, vous allez me dire, ça reste le fruit de toutes les séries, je sais bien. Ouais. De toute façon, Coucou Lost et le fils de Michael. Ouais, bah ouais. Lui, il en a été victime de ce vieillissement rapide. Absolument. De toute façon, moi, tout ce qu'on peut lui souhaiter à Stranger Things, c'est de vieillir aussi bien que Winona Ryder, parce que Winona, quand même, c'est Schwing. C'est Schwing, les gars. C'est une actrice de merde. C'est Amy Howard de la MILF à la télévision. Là. C'est d'ailleurs ma conclusion. Voilà. Eh bien, écoute, un petit peu d'amour pour terminer cette chronique, c'est bien. Seb, tu veux réagir ou pas à cette... Ouais, vite fait. Je vais pour le personnage de Steve, je suis complètement d'accord. Je détestais. Il faisait partie de toute la galerie de personnages que je détestais dans la première saison, que j'ai trouvé très intéressant dans la saison 2. Donc c'est cool. Mais par contre, tu parles de la séquence sur Heroes, qui est pas la version de Bowie, mais la reprise. Peter Gabriel, ouais. Moi, je la trouve complètement factice, cette séquence, et justement symptomatique de ce qu'est la série. Je remets en vitesse donc, comme tu disais, ils retrouvent le cadavre de Will, etc. Ils sont toujours « Oh mon Dieu, on a retrouvé son cadavre !» Mais tout le monde, les mômes et nous, spectateurs y compris, on sait qu'il est toujours vivant. Donc en fait, cette séquence-là, elle ne marche absolument pas. Ils sont en train d'essayer de m'émouvoir sur un truc qui ne fonctionne pas, puisque j'en ai strictement rien à branler qu'ils aient trouvé un cadavre. Je sais que c'est pas lui. Donc on s'en fout. Alors moi j'ai souvenir que quand je l'avais vu, j'étais dubitatif, Je savais pas trop sur quel pied danser. Mais attendez, on se penchait quand même plus pour le fait qu'il soit pas mort, effectivement, mais ça m'avait quand même... C'est dans la saison 1, ça ? Ouais. Ah ouais, moi je me souviens de ça. Mais oui, attends, mais jamais ils feront mourir un enfant dans une série. Alors le jour où ils le font, qu'ils m'appellent les mecs. Hein. D'accord. Donc ça veut dire que... Alphonse Dadet sur Twitter, si vous nous écoutez.
Donc oui, après, comme tu disais, les références, il y en a certaines qui passent toutes seules parce que tu les vois pas, parce qu'elles sont visuelles ou autres. Mais par moments, j'ai juste l'impression d'entendre des gamins en train de parler, genre, hé, Robocop, Seigneur des Anneaux, machin des choses. C'est assez ridicule. Les gamins, je les trouve insupportables. Dustin et sa tête de con, là, j'ai envie de le taper tout le temps. C'est le petit boulet, tu sais, c'est le petit gros boulet dans Super 8 de J.J. Abrams. Il y a ça aussi, il y a un petit gros. Et ben c'est le boulet, il est chiant. Je sais pas ce qu'ils ont avec les petits gros. Dans Spider-Man Homecoming, le meilleur pote de Peter Parker, c'est un petit gros. Et il est chiant. Il est pénible, je sais pas ce qu'ils ont les petits gros. C'est Cartman. Ouais, mais je sais pas, enfin moi à l'école j'avais un pote, c'était un petit gros et il était sympa. Il était vraiment cool, il était pas lourd, donc voilà, enfin pas lourd. Mais il avait un problème des glandes. Donc ouais. Stranger Things, je suis pas un mec super emballé sur la série, j'avais pas détesté en la regardant, comme je dis, j'ai un problème avec les mômes, mais je trouvais que le Upside Down, le monde à l'envers, les créatures des Demogorgons, tout ça, je trouvais que c'était vachement bien. Et c'est ce qui me faisait rester au-delà de Winona Ryder qui joue comme une patate, qui est insupportable. Mais après, j'avais donc pas détesté, j'avais pas trouvé ça non plus extraordinaire. Mais c'est vrai que tout l'emballement qu'il y a eu autour m'a fait me prendre la position du mec qui doit dire hey, calmez-vous, parce que ça vaut pas grand chose finalement cette série. Donc j'ai été beaucoup plus dur dans ma critique envers la série que ce que je ne pense vraiment, parce que je suis un petit peu imposeur comme ça. Et puis je regarde donc cette saison 2 qui, comme le dit Bastien, est globalement très chiante, où il se passe rien, à part à la fin, pareil je suis d'accord avec lui en fait sur tout ce qu'il a dit, mais j'ai l'impression que, parce que j'ai lu des critiques assez opposées à ce que disait Bastien, moi justement j'ai lu beaucoup de gens taper sur la série à partir de maintenant, et je trouve que c'est le truc auquel j'attendais depuis la fin de la saison 1 en fait. Je savais que la saison 2 ça allait être le retour de bâton, alors que je la trouve pas plus dégueulasse que la première saison finalement. Et ouais, il y a l'emballement qui est retombé, et certains ont enfin ouvert les yeux, mais la série n'est pas devenue catastrophique du jour au lendemain, elle est au même niveau en fait, je trouve. Certes la saison 1 était quand même globalement meilleure, mais cette saison 2 elle est pas plus catastrophique que la première, franchement. Moi, ce que j'ai un peu peur sur cette saison 2, c'est qu'ils aient appuyé de façon extrêmement forte sur le côté IT justement, et parce que dans la première saison, effectivement, il y avait ça, mais c'est un truc que les gens ont eu tendance justement à mettre en avant en parlant de la série. Ouais, c'est super les années 80 et compagnie, et du coup j'ai un peu peur que sur cette saison 2, les mecs ils y soient allés à la truelle et en rajoutant des références à tout bout de champ, le truc insupportable quoi. Et les premières photos promo qu'on ait vues avec les gamins, avec les costumes de Ghostbusters et compagnie, ça a pas été dans le sens pour me rassurer quoi. Donc après je sais pas, j'ai pas vu les épisodes donc, de cette saison 2, dont apparemment il tue un enfant vu votre silence, mais mais du coup est-ce que justement ils en ont rajouté dans ce côté-là ou pas? Moi, je trouve pas que c'est plus flagrant que sur la première. Je trouve que ça va. Ah donc du coup ça serait quand même plutôt intelligent de leur part, parce que franchement moi... J'ai eu peur à un moment, comme je le disais à Seb une fois. Donc t'as Sean Astin qui joue dans cette saison. Ouais. Et à un moment, il ramène des cassettes vidéo aux gamins. Et je me suis dit, il dit les titres des films. Je me suis dit, s'il dit qu'il y a les Goonies, alors là, c'est un petit peu le truc, un petit peu de trop. Quoi. Mais Sean Astin qui sert absolument à rien dans la série, quoi. C'est le gros boulet. C'est vraiment pénible, quoi. Il y a trop de personnages boulets comme ça. Ils servent à rien, les adultes. Et de toute façon, ils pouvaient pas dire les Goonies parce que c'est sorti en 85, je crois, et la série se passe en 84. Donc, d'accord. Donc ils gardent ça sous le coude. Donc E.T. est sorti. Ouais. Parce que oui, et toi aussi, je crois. Oui, moi aussi, je suis sorti, effectivement. Et The Thing aussi. Voilà. Bon, bah écoutez, je crois que en cookies, même si on a dit 7 qu'on ne parlait pas de cookies dans cette émission, les cookies, c'est pour... il n'y en a pas pour Buffy. Pour Stranger Things, ouais, je lui mets 7 à 8 cookies. Ah, c'est pas mal quand même. Ouais, c'est pas catastrophique. Bastien disait que ça allait être une série qui allait marquer les années 2010, et j'aurais d'abord, de prime abord, j'aurais envie de réagir comme toi en disant putain, non, faut pas déconner. Mais regarde ce qui se passe à la télé depuis le début des années 2010, il n'y a pas grand chose finalement, donc ouais. Pour moi, il y a des séries qui sont clairement meilleures, mais c'est celle qui fait le plus parler, et donc elle a plus de chances de rester qu'un Friday Night Lights qui, je crois, de toute façon était arrivé avant le début des années 2010. Ouais. Mais ouais, si tu regardes un peu ce qui se passe, et comme je disais quand on parlait de Game of Thrones, oui, fondamentalement c'est la meilleure série en ce moment à la télé, parce qu'il n'y a pas grand chose d'autre à côté, donc forcément...
C'est chaud, c'est Ouais. chaud. Ouais, mais c'est pas ce problème-là enfin, c'est pas la qualité qui me pose problème à ce niveau-là, c'est plutôt le fait que ça soit justement une série qui parle du passé, qui soit très basée là-dessus, sur la nostalgie et compagnie. C'est ça qui me pose problème comme marqueur de la génération 2010 en même temps. Bah, Vous avez raison, je pense. Justement, c'est ce que disait Bastien au début, c'est des mecs qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue. Moi je suis né en 87, je peux pas dire que je suis un produit des années 80, je suis un produit des années 90, clairement, même si j'en ai bouffé des années 80, j'adore ça, mais voilà, je suis un produit des années 90 et je peux pas être nostalgique d'une époque que j'ai pas connue. Mais c'est l'époque qui veut ça, il y a une nostalgie des années 80 que je ne comprends pas. Quand tu regardes ça par exemple, ça se déroule aussi dans les années 80 maintenant, et t'as plein de trucs comme ça qui continuent, et c'est le J.J. Abrams Super 8 c'est pareil, ça se passe dans les années 80. Donc il y a vraiment une forme d'excitation vers les années 80, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, je ne sais pas exactement, mais pour des raisons commerciales en tout cas. Donc voilà, ouais, je trouve que Stranger Things marque son époque, puisqu'elle représente cette époque. C'est vachement curieux d'ailleurs de remarquer que justement vous êtes de la fin des années 80 et que moi je suis plutôt du début. Donc voilà, les années 80 je les ai un peu plus vécues que vous, mais moi c'est pas du tout c'est les années 70 dont je suis plutôt nostalgique. Donc voilà, il y a vraiment à chaque fois une décennie de décalage par rapport à l'époque à laquelle on a vécu, et c'est assez curieux. Après je sais pas si c'est un sentiment global ou quoi que ce soit. Après je sais que justement dans les années 90, tout ce que je lisais sur les années 80 c'était vachement négatif. Tout le monde disait que c'était une année dégueulasse au niveau artistique, au niveau de la musique, au niveau même social, avec l'apparition des personnages comme le personnage d'American Psycho, Patrick Bateman, les Yuppies et compagnie qui sont très représentatifs des années 80 aux États-Unis. Et voilà, donc moi ça me fait un peu doucement rigoler justement de voir qu'aujourd'hui on est complètement en train de retourner la veste et de dire que c'était une décennie absolument géniale et compagnie. À tort ou à raison, je m'en fous. C'est juste que voilà, en 20 ans, les opinions ont changé. D'ailleurs, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et d'ailleurs, à ce titre, aujourd'hui, je tiens à faire un mea culpa et à dire que j'aime toute la filmographie de Luc Besson. Oula, bravo. Je vous parlerai prochainement de Valérian. Teasing. J'ai pas encore vu, hein, donc si ça se trouve, je dirai du bien. Peut-être. Surtout que ça dure 2 heures. 2h20, putain. 2h20, j'ai vu ça cette semaine. Oh, nom de Dieu. Bon. Eh bien écoutez, on va attaquer le deuxième morceau de l'émission, parce que si on commence déjà à partir en live et qu'il nous reste une dernière grosse partie, donc on va faire tout de suite My Little Pony de Monsieur Thiessen. Ouais. Son prénom Jason. Jason. J-A-Y. Attention. Jason Thiessen. Donc rien à voir avec Tiffany Amber. Justement, on retourne dans les années 80, années 90 pour Sauvé par le Gong, voilà. Et donc My Little Pony, le film, il faut savoir que c'est l'adaptation d'une série télé à succès pour les enfants et surtout pour les petites filles, parce que ça met en scène des poneys. Alors je vais vous la faire en bordel. Faudra trier, il y aura du bonheur là-dedans ou pas. Donc dans les petits poneys, il faut classer le groupe des personnages principaux en 2 catégories. Et je peux vous dire que les petits poneys, c'est quelque chose qui est très ancré dans notre époque, et je vais vous dire pourquoi. Le personnage principal s'appelle Twilight Sparkle. Swing pour Twilight Sparkle, effectivement, sa petite couleur violette ne nous laisse pas indifférents. Twilight Sparkle a la particularité de posséder des ailes et une corne, donc ce qui fait d'elle une alicorne pour les spécialistes de la série. Donc de ce postulat-là, c'est le personnage principal, elle est la princesse. Donc je pars bien entendu du principe que la corne est l'attribut masculin évident, et que les ailes est donc l'attribut féminin. Ce qui fait donc de ce personnage, ce n'est pas un personnage transgenre, mais c'est un personnage qui donc possède les 2 sexes en même temps. Je ne sais pas, il y a un terme forcément scientifique pour ça, peut-être que Seb va nous le trouver pour l'émission, mais donc quand tu as les 2 sexes en même temps, c'est quand même balèze, et donc Twilight Sparkle a cette particularité. Elle est entourée d'un groupe d'amis, dont il y a Rarity, qui est chewing aussi, parce qu'elle est blanche et qu'elle passe son temps à se regarder, qui elle a une corne, donc plutôt un personnage masculin. La vanité, voilà, passe vraiment son temps à se regarder tout le temps. Ensuite, il y a Rainbow Dash, qui n'a pas de corne, qui a des ailes, donc un personnage plutôt féminin, mais qui est un peu garçon manqué, parce que c'est la sportive du groupe, c'est la Mélanie C des petits poneys. Donc on peut supposer qu'elle est un peu lesbienne.
Je fais des raccourcis, hein, on ne m'en tiendra pas rigueur. Les procès, je vous enverrai mon avocat. Et donc dans ce groupe, il y a aussi Fluttershy, qui doit aussi avoir des ailes, mais dans le film, on s'en bat les couilles. Voilà, les autres personnages, il n'y a pas grand-chose. Il y en a d'autres, mais je vais essayer de vous la faire courte quand même. Tu veux que je te réponde à tes questions de tout à l'heure? Vas-y. Parce que j'étais sur hermaphrodite, mais je ne savais plus si hermaphrodite Bah non. c'était l'un ou l'autre. Il y a un non. terme particulier si tu nais avec un zizi et un vagin, c'est Ouais. intersexuel. Intersexuel, tout simplement. Voilà. Donc voilà, on peut dire que Twilight Sparkle est intersexuel. Et donc le grand méchant de l'histoire, enfin, non, le méchant de l'histoire, parce qu'il y a forcément un méchant. Donc c'est un personnage masculin, un vieux truc rabougri dont on se fout complètement parce qu'on ne le voit que les 10 dernières minutes du métrage et c'est pas vraiment le méchant. Enfin, si, c'est le grand méchant si vous voulez, mais c'est pas le méchant qu'on voit sur la quasi-totalité du métrage. Le méchant qu'on voit dans la quasi-totalité du métrage s'appelle Tempest et c'est un poney également qui a une corne cassée, voyez-vous. Donc, qui dit corne cassée dit impuissance, dit frustration sexuelle et compagnie. Je vous passe tout ce que vous pouvez imaginer là-dessus. Et donc, elle va s'opposer à notre groupe de petits poneys. Donc, après, alors, l'histoire, je sais plus trop ce que c'est. Les petits poneys veulent organiser un festival dans leur village là qui s'appelle Canterlot. Et donc pour ça, ils ont invité Sia, qui donc a un personnage en poney. Ce personnage se fait capturer donc par par la licorne cassée. Et donc après, voilà, des aventures rocambolesques plus ou moins vont arriver à notre petit groupe de poneys. Ils vont rencontrer des chats, des oiseaux pirates et également des hippogriffes ou un truc comme ça qui sont partis dans les mondes souterrains. Enfin voilà, tout le bazar, on s'en bat les couilles. Ce que je peux vous dire, c'est que le film est d'une nullité absolument incomparable. Non. Mais bien sûr que si. J'ai vu la série, enfin j'ai vu pas toute la série, j'ai regardé quelques épisodes de temps à autre. La série était plutôt rigolote, ça se tenait, il y avait des références, des films, des trucs plutôt pas mal. Et là, il n'y a rien de tout ça pendant 1h40 de métrage. Il y a des chansons absolument nulles à chier, on ne retient rien, mais on ne retient pas une mélodie de tout le film, pour vous dire la qualité du bazar. Et surtout, ce qui m'a gêné le plus, c'est que pour un film pour enfants, il n'y a absolument aucune émotion qui s'est dégagée du truc. À aucun moment dans la salle, je n'ai entendu les enfants rigoler, et à aucun moment dans la salle, je n'ai entendu les enfants pleurer. Alors c'est quand même un peu problématique, tu vas voir un film pour gamins, et il n'y a aucune émotion qui se dégage, tu te dis que les gamins doivent se faire sacrément chier. Donc, alors qu'avec Marc Dutroux, il y aurait eu de l'émotion. Bah ouais, il y aurait eu de l'émotion, et elles auraient pleuré aussi. Non, une grosse donc émission là, de pédophile aujourd'hui, j'ai l'impression, entre vous deux. Hein. Non. Mais donc voilà, et moi ça m'a posé vraiment problème. Au-delà de ça, il se passe des trucs, les personnages, si t'as pas vu la série, tu vas rien comprendre parce qu'il n'y a aucune présentation de personnages ou quoi que ce soit. C'est le Miami Vice du film pour les enfants. Donc on rentre directement dans le vif du sujet, il n'y a pas... On rentre directement dans le vif du sujet, il n'y a pas de présentation de personnages, donc si t'as jamais vu la série, tu bites rien à qui est qui et quoi qui fait quoi. Donc ça c'est parfait. Voilà, donc après j'ai somnolé pendant les 20 premières minutes à peu près pour vous dire à quel point c'était très laborieux dès le départ. Et alors ce qui est très bizarre, c'est que quand le film s'est terminé, c'est que je me suis dit que bizarrement, c'était quand même passé relativement vite. Donc il n'y a aucun moment où j'ai trouvé ça vraiment pénible. Bon, à 1 heure de métrage, je crois que j'ai regardé ma montre quand même. Mais sinon, après, j'ai eu des trucs qui étaient bien plus au niveau de l'expérience, qui étaient bien plus pénibles que ça. Après, ça reste très très nul, hein, vraiment. C'est très problématique. J'ai demandé l'avis de la spectatrice pour qui je suis allé voir le film, qui m'a dit que c'était super et qu'elle voulait acheter le DVD. Un peu dubitatif quand même. Comme ça, tu pourras le revoir. Oui, exactement. Mais bon, voilà. Donc, alléluia, Twilight Sparkle est intersexuel. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, parce que là je m'emballe, mais j'ai oublié de vous dire comment la fin tournait. Donc le poney avec la corne cassée, et à la fin, vu il va redevenir gentil, vous pouvez vous en douter. Et qu'est-ce qui se passe quand il redevient gentil? Eh bien sa corne, elle jette dans le ciel un gros fluide qui va se faire un feu d'artifice. Et bien si ça, c'est pas une métaphore sexuelle, je peux vous dire que vous n'avez jamais rien vu. Et
Qui plus est, le clin d'œil final de sa relation avec Twilight Sparkle, donc l'intersexuel de la bande, est quand même vachement appuyé. Moi je vous dis, restez à côté de vos gamins quand ils regardent ça, parce que sinon les générations futures, ça va mal tourner. Voilà. Bah moi cette histoire bravo. d'impuissance, ça me fait penser que My Little Pony c'est un peu le Flash Gordon des enfants. Alors pour ceux qui sauraient pas ce qu'est Flash Gordon, c'est une parodie érotique de Flash Gordon où l'empereur Wang, le perverti, s'avère être impuissant et utilise un rayon sexe pour rendre tout le monde à travers la galaxie super excité et baise tout le temps. Du coup Flash Gordon va avec le professeur éjacule, je n'invente rien, aller sur la planète de l'empereur Wang pour l'arrêter. Et c'est absolument indescriptible. Mais c'est un grand film que je vous recommande de regarder si vous avez envie de vous marrer un bon coup, parce que c'est du grand n'importe quoi. Par contre, ne le regardez pas avec vos enfants. Donc on pourrait proposer à un cinéma de faire une double séance. Ouais, double feature, ouais. Double. Petit poney Flash Gordon, ça peut doter. Parce qu'en plus, il y a des intersexuels dedans. Il y a des femmes à 8, etc. Et ben voilà, donc c'est peut-être un hommage finalement, ouais. ce My Little Pony à Flash Gordon. Et un jour. Je vais peut-être rendre un petit hommage à la personne pour laquelle My Little Pony est une part intégrante de ma vie. Bien sûr, vas-y. Bah, à ma cousine Manon, qu'on a surnommé affectueusement le poney, et qui depuis reçoit beaucoup de cadeaux My Little Pony, et dont à son 20e anniversaire quand même a reçu des t-shirts et des petites figurines My Little Pony, et c'est pas prêt de s'arrêter. Elle va encore en bouffer. J'espère qu'elle verra le film et qu'elle te dira ce qu'elle en a pensé. Et on a failli aller voir le film avec elle, juste pour la blague, mais ça faisait quand même cher, quoi, pour une... Donc on va le regarder, on va le choper de manière extrêmement légale, bien entendu, clin d'œil, et on va le regarder avec elle parce qu'il faut qu'elle le voie. N'est-ce pas? Et elle peut aimer, si elle aime la série et qu'elle est pas trop regardante, ça peut le faire. Oh bah écoute, s'il y a des poneys qui crachent des trucs avec leurs cornes, ça devrait lui plaire. Ils crachent, ouais, un peu, ouais, ça à la fin, ça crache bien. Ouais. J'avais une petite question, j'ai pas vu au niveau du casting, est-ce qu'il y a Sarah Jessica Parker dedans? Comme elle a une tête de poney, je me suis dit... Non, c'est bien dommage. C'est bien dommage, effectivement, ouais. Vous noterez que ma blague sur Tempest est complètement passée inaperçue et je vous en veux un petit peu. Mais on l'a pas entendu, moi je l'ai pas entendu. J'ai dit il pue. Tempest. Voilà. Pour le jeu de mots. Putain. Laurent Ruquier aurait été fier de moi, lui. Oui, je pense. Effectivement. Bon, bah écoute, au lieu de faire des jeux de mots foireux, ça va être ton moment. Ta chronique pour la 20e émission du 20e anniversaire de Buffy, The Vampire Slayer. Ouais, je vais vous parler d'effets spéciaux dégueux et de monstres en plastique. Et pourtant, je ne vais pas parler des premières saisons de Doctor Who. Non, on va parler de la raison pour laquelle ça ne m'a justement jamais gêné devant les aventures du Docteur, à savoir Buffy the Vampire Slayer, alias Buffy contre les vampires en VF. Car oui, c'est le 20e bug, et forcément, comme je suis un petit malin, j'en profite pour célébrer les 20 ans de la série. Ça fait approximativement un mois que j'avais pris le coup. C'est pour vous dire à quel point je suis très fort. Bravo. Et ça va être difficile de tout évoquer, parce qu'en cette saison et 144 épisodes, forcément, il s'en est passé des choses. Parce que, non d'un petit bonhomme en mousse, il y en a eu des sujets et thématiques abordés. Donc pour bien faire, il faudrait que je passe en revue saison par saison, mais ça risquerait d'être bien trop long. Ou alors simplement dire que la première saison est globalement naze, la seconde pas terrible, du moins elle vieillit mal, et qu'à partir de la troisième, ça se bonifie vachement bien cette affaire. Et puis, qu'est-ce qui n'a pas déjà été dit sur Buffy depuis tout ce temps? Qu'est-ce que moi, j'aurais bien à ajouter de neuf dans cette affaire? 20 ans quand même. Donc il faut choisir un angle. C'est pourquoi je ne parlerai pas de ce truc un peu fucked up où un mec de plus de 2 siècles a le béguin limite obsessionnel pour une nana de 16 ans au point de la suivre partout comme un gros pervers. Et pour rester un peu dans le même sujet, je ne parlerai pas non plus du personnage de Xander que j'adorais à l'époque et qui, à la revoyure, m'a paru n'être ni plus ni moins qu'un connard qui va renifler le cul de la moindre meuf plus ou moins jolie tout en refusant l'idée même que Buffy, pour qui il a un crush, puisse ne serait-ce que parler à quelqu'un. Fort heureusement, le personnage évolue assez rapidement et ça fait du bien. On évitera aussi, pour rester dans le contre-coup de la revoyure, d'évoquer l'arrivée très attendue d'Angelus en saison 2, puisqu'au final, il fait pas grand-chose, le bougre. Pour ça, revoyez plutôt la saison 4 d'Angel, le spin-off, c'est d'un bien meilleur niveau. Et quitte à rester sur cette saison 2,
Non, je ne vais pas non plus crier ma déception lorsqu'enfin est arrivé Spike, un de mes personnages préférés, puisqu'il ne sert quasiment à rien dans la majorité des épisodes. Soit le gros problème de vouloir utiliser un méchant en fil rouge sur toute une saison, mais bon, ça reste toujours mieux qu'Adam dans la saison 4 et les super soldats du gouvernement top secret qui, comme par hasard, se trouvent sous l'université. Coïncidence? Je ne pense pas. Oh et puisqu'on est sur les méchants, non, ne comptez pas sur moi pour parler du trio, les vilains méchants de la saison 6 qui ne sont là que pour apporter un peu de légèreté dans une saison très sombre aux thématiques bien plus adultes que ce que la série nous avait offert jusque-là. En d'autres termes, la tâche bien grasse qui vient salir leur tableau qui avait de la gueule. Parlant d'humour, je ne parlerai pas non plus de ô combien Buffy pouvait être une série très drôle lorsqu'on s'attendait à quelque chose de dramatique, des ruptures de ton parfaitement maîtrisées qui devraient être étudiées par certains studios hollywoodiens ayant un peu de mal à comprendre qu'on peut faire de l'humour sans pour autant se voir obligé de désamorcer toute tentative de sérieux parce que le public a besoin d'être diverti. Tiens, je vais pas non plus vous parler de la galerie de personnages secondaires que nous aura offert la série. Le cercle d'amis de Buffy étant le plus évident, à savoir Willow et Xander, mais aussi sa mère et surtout Rupert Giles, son observateur, avec qui une relation père-fille se créera, tel Batman et Alfred. Et si ça sonne comme une blague, bah en fait, c'en est absolument pas le cas. Tiens, tant qu'on est sur les personnages secondaires, non, je ne vais pas non plus m'étendre sur Willow, qui est le personnage qui aura connu l'évolution la plus intéressante de la série, à savoir deux petites geeks un peu gauches à sorcières surpuissantes, capables d'anéantir l'humanité. Pareil pour Spike, qui était devenu un élément comique extrêmement réussi durant son bref retour en saison 3, et qui continuera durant toute la saison 4 lorsqu'on lui graffera une puce dans le cerveau l'empêchant de s'attaquer à des humains. Soit une manière de pouvoir conserver le personnage dans la série, comme beaucoup d'autres ont pu le faire par la suite, à cause de sa popularité, à l'exception près que la force de Buffy est d'avoir réussi à faire évoluer le personnage pour qu'il reste intéressant et surtout cohérent par rapport à l'intrigue. On appelle ça savoir écrire, les enfants. Encore une fois, il y en a qui devraient prendre des notes. Bon, on évitera surtout de causer des fans qui s'intéressent plus aux histoires d'amour des séries qu'à autre chose et se battent pour savoir quel est le meilleur couple entre Buffy Angel et Buffy Spike. J'aimerais juste rappeler que Spike a tenté de violer Buffy, mais hey, c'est pas grave, on est des fans, bordel de merde. Celle-là, j'avoue, je bloque un peu. Mais, cette histoire de viol prouve que non, Spike n'était pas devenu le guignol de service pour faire marrer la galerie, restant au fond un monstre sans âme, un prédateur. Oh, et puis, je vais pas non plus parler d'un élément qui est plus que d'actualité ces dernières années, et dès qu'un personnage féminin apparaît sur un écran, on hurle au féminisme, parce que ouais, les femmes fortes, c'est formidable, tellement qu'on en oublie tout recul critique et dit n'importe quoi, quitte à oublier le passé. Sauf qu'à l'époque, on a eu des Ellen Ripley, la mariée de Kill Bill, et tant d'autres, avec au milieu, bien entendu, Buffy Summers. Et au-delà du personnage de femme forte badass au possible, il y avait aussi et surtout une écriture subtile et réussie. Car oui, Buffy va bien au-delà de toute considération militante. C'est LA chose dont on devrait parler lorsqu'on évoque une œuvre, pas une autre. Bon, là, ça fait quand même beaucoup de sujets dont je ne vais pas parler. C'est presque à se demander si je vais finalement évoquer un sujet. Mais pas de chance, ça ne sera pas non plus les scènes de combat par moments un peu nazes avec des chorégraphies nulles et des acteurs qui clairement ne savaient pas se battre. Non, je ne vais pas parler de tout ça et des 1001 sujets que j'ai pu oublier tant il y en a eu dans la série. J'ai dit qu'il fallait choisir un angle. Alors pourquoi Buffy et pas une autre série? Pourquoi, alors qu'elle n'est même pas dans mon top 10 de mes séries préférées, j'ai autant d'affection pour elle? Pourquoi j'y pense encore? Pourquoi j'aime la revoir? Tout simplement parce que pour moi, Buffy n'est pas une série fantastique ou d'action. Je considère, et normalement c'est le cas de tous les fans, que la série n'a jamais été meilleure que dans ces moments purement centrés sur l'humain. Il y a pléthore d'exemples dans chaque saison, mais je ne vais en prendre que 3, dont 2 proviennent de la saison 5, à savoir la meilleure. Premier exemple. Après des hauts et des bas, dans son usage de la magie et une cure intensive, Willow retrouve Tara, celle qu'elle aime. Notez d'ailleurs, pour revenir sur le militantisme, que le sujet de l'homosexualité a été abordé avec classe et élégance, et surtout, sans trop en faire. Willow est gay, et c'est une sorcière. Ah, bon, ok, basta. Bref, Willow et Tara se retrouvent, et en tentant de tuer Buffy, une balle perdue vient tuer Tara. Prise de colère, Willow devient incontrôlable, elle est sur le point de détruire le monde pour se débarrasser de toute la souffrance qu'elle ressent. Puis arrive Xander, son meilleur ami depuis la maternelle, autant dire depuis toujours. Et il sauve le monde. Et surtout Willow, sans se battre. Il se tient face à elle et lui répète « je t'aime » à plusieurs reprises. Tout simplement.
La saison 6 était celle des thématiques adultes, la saison la plus sombre de la série, comme j'ai dit plus tôt. Le final ne pouvait donc pas être un énième combat contre un monstre qui sera vaincu dans un combat au corps à corps. Il fallait y placer l'humain au centre, et c'est ce qui a été fait, et foutrement bien. C'est un moment déchirant et même déstabilisant. Le temps qu'il faut à Willow pour accepter la déclaration de Xander, sachant que ce qu'elle a commis est impardonnable, est probablement l'un des meilleurs moments de tension de la série. Car Willow, c'était pas juste un ennemi qu'on voulait voir vaincu. Willow, comme n'importe quel bon personnage d'une série réussie, c'est un bout de nos vies. Pour moi, cette conclusion à la saison est la meilleure conclusion à n'importe quelle saison de Buffy. C'est parfait. Deuxième exemple, Buffy se bat contre un vampire et il parvient à la blesser. En prise au doute, elle va voir Spike pour qu'il lui raconte comment il est parvenu à tuer 2 tueuses par le passé. À ce moment-là de la série, Spike est amoureux de Buffy et à la fin de l'épisode, il tente de l'embrasser, mais elle le rejette violemment. Là, Spike les fout de rage, il prend un shotgun et va jusque chez Buffy pour la tuer. Pendant ce temps, Buffy, elle rentre chez elle, elle voit sa mère se préparer à aller passer une nuit à l'hôpital à cause d'un grave problème de santé. La scène suivante, Buffy est dehors, en pleurs. Spike arrive, enragé, et il la voit fragilisée comme jamais. Et on arrive sur un moment terriblement humain où ce type qui n'a pas d'âme, qui est un monstre, est désemparé. Il lui demande ce qu'elle a, lui demande s'il peut faire quelque chose, puis s'assoit à côté d'elle en posant le flingue et de manière très awkward, comme on dit en anglais, il lui tapote le dos, comme pour lui dire qu'il est là et qu'il la soutient. L'épisode se termine comme ça, c'est simple, mais tellement brillant. Le dernier exemple est la suite logique, l'épisode dont tout le monde parle, et a raison. Le chef-d'œuvre absolu de Joss Whedon, ce qu'il a écrit de plus beau, de plus subtil, de plus juste. Pour tout dire, la première fois que j'ai vu l'épisode, étant ado, je ne l'ai pas aimé. Parce qu'il n'y avait pas d'action, pas de rythme effréné de divertissement comme on nous en a habitués. Puis à la revoyure, plus grand, plus mûr, plus sage, oserais-je dire, j'ai été, comme Spike dans mon exemple précédent, désemparé. C'est bien sûr l'épisode où Joyce, la mère de Buffy, décède. Buffy rentre chez elle et elle retrouve sa mère allongée sur le canapé, morte. Et ce de cause naturelle. Pas de démon à combattre, rien, juste une maladie. J'appelle cet épisode le moment Superman de Buffy. Comme Clark Kent, avec ses super pouvoirs qui voit son père mourir d'une crise cardiaque et ne peut rien faire pour lutter contre ça. Ce dieu qui peut tout faire se retrouve impuissant. Pour Buffy, c'est pareil. Même si elle n'a jamais vraiment été au contrôle de rien dans sa vie, puisque ses pouvoirs, elle les a jamais demandés, toutes ces obligations, elle n'en voulait pas. C'est le coup de grâce ici. Parce que si elle était une ado qui ne demandait rien à personne et s'est retrouvée avec le poids du monde sur ses épaules, elle avait ses repères, ses amis, son observateur et surtout sa mère. Et on le lui arrache. À partir de ce moment-là, Whedon signe non seulement ce que Buffy a fait de mieux, mais aussi ce que la télé a fait de mieux. Pour comparer, je dirais que The Body, c'est le titre de l'épisode, est l'égal absolu de All Alone de la série Six Feet Under. J'aurais même tendance à dire, quitte à faire un peu crier Bastien, que je trouve The Body supérieur dans la mesure où on ne s'attend pas à ce que Buffy nous offre ça alors que la série d'Alan Ball n'était pas à son coup d'essai. Et pour continuer ma comparaison, ce sont les 2 épisodes de série télé que j'ai le plus de mal à regarder. Pas parce que je suis un petit fragile comme on en retrouve sur les réseaux sociaux et qui se mettent en PLS dès qu'on leur dit ketchup alors qu'ils aiment la mayonnaise. Non, difficile, ouais c'est violent ça. Non, c'est difficile de regarder parce que je porte des lunettes et qu'il faut les retirer pour s'essuyer les yeux quand on pleure. Et même sans ce problème de binoclard, les yeux embués, ça n'aide pas quand ça reste sur toute la durée d'un épisode. Il y a une fragilité dans l'écriture et une justesse telle que le casting ne peut que faire des miracles. Alors que ce soit les Fisher ou le Scooby Gang, on en revient au même. Que ce soit une série dramatique sur une famille de croque-morts ou une série fantastique mettant en vedette une héroïne devant combattre les forces du mal, c'est du pareil au même. Rien ne marche s'il n'y a pas un élément central à tout ça, et c'est le cœur. Buffy a ça, et c'est ce qui place la série, alors même qu'elle est totalement imparfaite, au panthéon des séries. Oui, j'ai du mal à revoir certains épisodes, oui, je déteste profondément certains personnages, oui, il y a clairement du remplissage ci et là dans chaque saison, mais au milieu de tout ça, il y a un cœur, une âme, une sincérité, et le propos, et donc le fond, de Buffy l'emportera toujours sur sa forme. Bravo. Merci. J'ai essayé de rendre hommage à la série, mais il y avait il y a beaucoup trop de choses à lire. J'ai été un peu pris par vaste sujet, l'ambition du truc, quoi. Donc j'ai décidé de choisir un angle particulier. Et donc je me suis pas arrêté sur tous les éléments parce que quand je te parle de féminisme, je pourrais aller encore plus loin. Comme je disais, quand tu vois Buffy fragilisée alors que c'est censé être une femme forte, tu réalises que tous ses pouvoirs, tout ça, c'est rien du tout, quoi. C'est-à-dire que ça reste
une fille comme les autres, et je trouve ça brillant. La saison 5, quand on lui ramène sa sœur, qui en réalité est une clé qui a été transformée en humain pour empêcher la fin du monde, et qu'elle découvre que cette sœur n'est pas réellement sa sœur, que ses souvenirs, toute sa vie vient d'être alternée, et qu'elle elle en veut pas, elle veut se débarrasser de cette sœur, et puis d'un coup elle se retrouve face à elle et se dit merde, maintenant elle est humaine, et elle accepte cette responsabilité alors même qu'elle a rien demandé. Encore une fois, je trouve que tout ça c'est ce qui fait de Buffy une très grande série. Et je pense que justement tu fais un parallèle avec Six Feet Under. Bon, j'ai pas Buffy, je vais vite évoquer mon cas. J'ai commencé à regarder quand ça passait sur M6 à l'époque, donc il y a quand même très longtemps. Et je pense que j'ai même pas tenu la première saison. La première saison est violente. Hein. Ouais, mais je pense que la série restera bien plus longtemps que Six Feet Under. Je pense que Six Feet Under est déjà plus ou moins oublié. Mais vraiment, et je pense que Buffy restera plus longtemps dans l'histoire que Six Feet Under. Comme American Beauty. Je pense qu'American Beauty, tout le monde a déjà oublié le film, et heureusement. Je pense que le travail. Mais personne n'a oublié Kevin Spacey. Non. Je pense, enfin voilà, le travail d'Alan Ball est, enfin voilà, vous savez plus ou moins ce que j'en pense, mais c'est très très marqué, et je pense que ça résistera pas beaucoup à l'épreuve du temps, et ça a déjà bien morflé, mais bon, le sujet c'est Buffy là, mais voilà. Et Bastien, tu vas réagir sur Buffy parce que je sais que tu as vu l'intégrale, toi. Ouais, j'ai énormément de choses à dire sur le sujet. Non. Non, ouais, c'est une grosse série des années 90. De toute façon, je pense qu'avec X-Files, en termes de séries fantastiques, c'est les deux séries qui resteront de cette époque-là. Après, comme le dit Seb, il y a à boire et à manger, comme il y a beaucoup d'épisodes, il y en a des plus ou moins intéressants. Après, ce qui était aussi bien, c'est qu'ils tentaient des choses aussi avec des épisodes concept. T'as un épisode en comédie musicale. À l'époque, c'était pas encore, ils le faisaient pas à toutes les sauces. Maintenant, toute la série fait son épisode comédie musicale. Mais à l'époque, c'était assez innovant. Il y a un épisode muet qui est absolument brillant. Ouais, il y a ça aussi de mémoire. Il y a pas une série aussi avec des marionnettes aussi. Ça, c'est dans Angel. Enfin, les personnages. C'est dans Angel qui se transforme en marionnette. Ouais. Et on peut parler aussi du coup de Angel, la série cousine de Buffy, qui était aussi très bonne et qui a meilleure réputation que l'image qu'on peut des fois en avoir, parce que Buffy des fois n'a pas forcément l'image de sa réalité. Ouais, en fait c'est un truc que je voulais évoquer, c'est-à-dire qu'au début quand j'ai revu la série donc en septembre-octobre, j'avais parfois beaucoup de mal sur le côté ado, quoi, parce que c'est des meufs majoritairement, donc c'est vrai que c'était pas super intéressant. Puis le personnage de Xander était très mal écrit à ce moment-là, donc c'était assez compliqué. Là où Angel a toujours été beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre. D'ailleurs j'avais commencé par regarder Angel et puis je suis passé à Buffy après. Et du coup tu prépares une chronique pour les 20 ans de Angel ou pas? On va essayer de faire ça éventuellement, pourquoi pas. Mais c'est commencé bien longtemps après Buffy, ça, non? La saison 4 de Buffy, c'est la saison 1 de Angel. D'ailleurs, à ce propos, les crossovers sont assez pénibles parce que pour le coup, c'est vraiment des trucs qu'il faut regarder l'un et l'autre. T'as le personnage de Faith qui est une autre tueuse qui arrive à la saison 3, puis dans la saison 4, elle était dans le coma, puis elle se réveille dans la saison 4, et elle est dans deux épisodes de Buffy, puis elle se casse dans Angel, dans 2 épisodes d'Angel, qui sont bien meilleurs que les 2 épisodes de Buffy d'ailleurs. Et t'as Buffy qui revient dans Angel pour justement conclure l'histoire, et donc c'est assez problématique. Et puis Faith revient dans la saison 7 de Buffy, mais il faut savoir qu'à ce moment-là, dans la saison 1 d'Angel, à la fin, elle va en prison. Et donc dans la saison 4 d'Angel, soit ce qui se passe en même temps que la saison 7 de Buffy, vu qu'il y a un gros souci et qu'il y a le retour d'Angelus, elle s'évade de prison, et puis il y a Willow qui va la rechercher. Enfin, c'est un peu quand tu regardes les 2 séries et que tu les aimes, ça va, c'est super simple à suivre, mais quand tu regardes pas les 2, t'es obligé d'aller voir ce qui se passe à côté pour bien suivre, quoi. C'est chiant. Eh bien, très bien. Écoutez, si on a fait le tour, j'ai juste envie de vous dire qu'il nous reste encore un peu de temps avant la fin de l'émission, n'est-ce pas, Seb? Ouais. Donc, on peut évoquer très brièvement quelques projets qu'on a vu passer sur les internets ces derniers temps. On a donc ce projet de série télé sur le Seigneur des Anneaux. Disons que c'est con de passer derrière un truc aussi parfait, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plein d'œuvres sur la Terre du Milieu. Il faudrait peut-être mieux adapter ça parce que maintenant tu vas avoir le risque de la comparaison et ça va être complètement con. Et surtout, ils feront jamais aussi bien qualitativement parlant, je veux dire en termes de fabrication, que Game of Thrones. Donc arrêtez les gars, Oui. c'est une mauvaise idée. Oui,
Oui, projet qui est voué à l'échec, à mon avis, dès le départ. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu qui m'a amusé? C'est une série télé aussi dérivée de Bad Boys 2. Alors, Ah oui, sur la sœur de Marcus. Ou la fille de absolument, Marcus, je sais oui. Oui, un personnage féminin oui, qui a dans Bad Boys 2, effectivement, ils ont envie d'en tirer une série télé, donc super. Ça aussi, ça sent bon. Bah, dans le même genre, Et- j'ai lu qu'ils voulaient faire une adaptation série spin-off de The Nice Guys de Shane Black, mais avec deux meufs. Et j'ai envie de dire, les mecs, si vous voulez faire ça, ce n'est plus du tout une adaptation de The Nice Guys. Ça n'a plus rien à voir. Donc vous êtes juste en train de surfer sur un titre, quoi, bande de crétins. C'est ça, c'est ça. Et est-ce qu'il y avait un autre projet dont je voulais pas vous parler? Je sais plus trop, je crois pas. Bastien, t'as pas un sujet que t'as vu cette semaine et que t'as envie de... Non, non. Non, t'as une petite réaction sur la prestation de Julien Doré hier au Energy Music Awards? J'ai pas vu. Ah, il a fait monter une fan avec lui pour le tapis rouge quand même. Ah, Ouh. je préparais mon introduction à l'émission de Bug. Bravo, c'est bien d'être consciencieux et professionnel jusqu'au bout des ongles. Donc bah voilà, écoutez, je crois que du coup finalement on a largement respecté les délais. On se dit à très bientôt. Vous avez quelque chose à rajouter? Moi personnellement. Rappelez les comptes Twitter de chacun. Ah oui, rappelons nos comptes Twitter. Le compte Twitter de Seb, donc Grumpy Seb. Vous pouvez lui dire qu'effectivement il a complètement raison sur Buffy ou qu'il a raconté n'importe quoi. Le compte Twitter de Bastien, c'est James Dean, mais pas l'acteur des années 40, c'est James Dean D2EN. Pareil qu'il viole Donc, aussi lui, donc faites gaffe. Hein. Oui, par contre, C'est il faut vraiment lui une parler. thématique. Il faut lui parler en anglais, hein. Il est parfaitement bilingue. Et le mien, c'est donc Alphonse Dadet, et vous pouvez m'insulter aussi, il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Et Bug le Donc, podcast. Le podcast, et putain, j'arrive même pas à dire Bug, podcast. Bug le podcast, effectivement, le podcast de l'émission, et la chaîne YouTube de Seb sur laquelle est diffusée l'émission. Donc on vous embrasse, d'ici là portez-vous bien, regardez des bonnes choses, et on espère revenir très prochainement avec un programme tout aussi alléchant. Salut, Allez. à bientôt. Salut. Femme des années 80, mais femme jusqu'au bout des seins, ayant porté plainte pour une petite main au cul, mais on ne peut pas le confirmer. Être une femme. Je m'emballe un petit peu les garçons. Salut à tous.